Dans la baie de Saint-Malo, une multitude de rochers affleurent au moment des grandes marées. Des cailloux isolés et souvent inaccessibles à pied sec. Mais sur la grande plage du Sillon, il existe un immense plateau rocheux traversé par des bancs de sable, les Planches. Pour aller pêcher sur les Planches, pas besoin de bateau. Il suffit juste de traverser la plage pour aller fouiner sous les petits cailloux, à la recherche des tourteaux, des succulentes petites étrilles ou des rares mais délicieux ormeaux. La mer met 6 heures pour descendre et il faut attendre 1 heure environ avant le bas de l'eau pour commencer à retourner les pierres. Et si l'on ne veut pas attendre, en grattant simplement avec un râteau entre les cailloux, on peut aussi trouver des praires ou des palourdes. Historiquement, les noms donnés aux rochers trouvent souvent leur origine dans la simplicité. Vastes rochers, très plats, donc les Planches. Une seule tête de caillou atteint une dizaine de mètres de hauteur. Et si elle semble pour le moment bien loin dans la mer, d'ici 2 heures, les pêcheurs pourront s'y rendre à pied sec. Les Planches ne sont pas uniquement un refuge pour les crustacés et les mollusques. Dans les mares, la vie est très présente. Des jeunes poissons, des crevettes, des gobies. Une nourriture qu'attendent les bars à la remontée des eaux. Les moules sauvages, agrippées solidement aux rochers, représentent aussi une source de nourriture supplémentaire pour les carnassiers. Sur les Planches, toutes les conditions sont réunies pour pêcher le bar lorsque la mer remonte. Car la pêche au bar est bien meilleure lors de la remontée des eaux. La nourriture remonte en effet avec la mer. Et cette moitrilleuse vient chercher dans le sable au moment du flux. Si l'on a oublié sa montre, pour connaître l'heure de la fin de marée, il suffit d'observer l'eau. Et ces petites bulles grisâtres sont caractéristiques de la fin de l'étale. Les pêcheurs à pied ne doivent pas trop s'attarder, car la mer remonte vite et compte tenu du relief, on peut vite se faire entourer en restant sur un caillou. Bientôt, toute la grande plage va disparaître lors de la remontée des eaux, une différence de 12 mètres. « 2 heures de remontée. Pour Emmanuel Arbonnat, c'est l'heure d'aller poser une ligne de fond sur le sable. Une petite pelle, une ligne et un panier dans lequel il a mis 2 gueuses et ses appâts. Emmanuel marche sur la grande plage du Sillon en direction du dernier caillou encore accessible. Au plus ras des cailloux, c'est meilleur parce que logiquement le poisson passe par là. Et de toute façon, même quand on va pêcher à la canne, on pêche tout le temps autour de ce caillou-là. Donc c'est certainement meilleur que de la mettre n'importe où au milieu de la plage, quoi. Ça permet aussi de la retrouver plus facilement, ça fait un point de repère. Parce que bon, en pleine nuit, au milieu de la plage, c'est des fois pas facile à retrouver. Donc près du caillou, ça donne un point de repère. Double intérêt. Cette pêche aux lignes de fond n'est autorisée qu'à partir du mois d'octobre, car les hameçons représenteraient un danger pour les baigneurs nocturnes.
Emmanuel prépare son montage et il commence par une des deux gueuses qui maintiendra la ligne. C'est une ligne qui va remonter un petit peu, qui ne va pas pêcher qu'au fond, donc qui va pêcher entre deux eaux, on peut dire à une hauteur de 1,50 m du bas, en fait, du sol, du sable. Alors pour amarrer la ligne sur la gueuse, là j'utilise des agrafes, des attaches rapides. Déjà parce que c'est solide, ça évite de faire des nœuds, et puis bon, c'est plus facile. Donc de là, je recouvre ma gueuse pour qu'elle soit un petit peu enterrée. Parce que le courant, même le vent, peut soulever la ligne et même la gueuse, donc il faut mieux l'enterrer un petit peu. Donc sur chaque mérillon, j'ai un hameçon avec un bas de ligne qui fait environ 1 mètre. Et entre chaque hameçon, j'ai environ 3 mètres. Sur les lignes, ça m'est jamais arrivé de faire des gros bars. Ceci dit, bon, c'est peut-être parce que ça m'est arrivé d'avoir les hameçons de casser, alors donc c'est peut-être parce que j'ai jamais été monté assez solide. Je fais du bar jusqu'à 1,5 kg, quoi, mais du très gros, j'en ai jamais fait. Parce que il n'y a pas de raison qu'on puisse pas prendre des gros sur une ligne posée ici, quoi. La gueuse de l'autre bout, en fait, pour qu'elle soit maintenue des deux côtés. Et après, je boiterai mes hameçons. La ligne est tendue correctement. Donc celle-là-ci aussi, je l'enterre pour éviter que elle s'en aille. Faut que ce soir il y a un petit peu de vent, donc c'est important qu'elle soit bien enterrée. Donc voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes appâts sur ce hameçon. Bon alors donc, on va mettre des lanières de margate et des bouts de tentacules de margate. Alors c'est ça, c'est la petite margate qu'on a... Donc non, c'est pas la petite margate, c'est la petite margate qui a été pêchée en bateau, donc qui est toute fraîche, c'est impeccable. C'est un bon appât pour le bar et puis même pour les autres poissons. Enfin le bar à cette époque de l'année, il aime bien ça. C'est moins vite déboîté qu'un autre appât comme le lançon vivant ou même le verre. Donc là, je n'enterrerai pas mes hameçons et mon appât, parce que c'est ce que je fais d'habitude avec d'autres appâts. Et 10 hameçons à boîter. Alors je fais 2-3 tours pour que ça tienne correctement. Et j'hésite pas à en mettre parce que bon, le bar quand il a faim, bah, faut bien le nourrir. Et essayer de planquer le plus possible l'hameçon, mais enfin. Hop. Là je suis rendu à mon 8e hameçon. Donc j'ai presque terminé mon travail. C'est pareil, il y a un vieux bout de je sais pas quoi sur l'hameçon, je l'enlève parce que ça ne va pas être appétissant pour le poisson. Surtout, ce serait gâcher cette margate qui est toute fraîche. C'est très important que ce soit frais. De toute façon, la pêche, hein, dans la pêche à l'appât, en fait, la fraîcheur de l'appât donne 90% de la réussite. Hein. Alors, il y a une autre technique, effectivement, et qui est un peu plus casse-pied, si je peux dire, c'est de poser des hameçons individuels sur des plaquettes en bois qui sont enfoncées dans le sol.
On va déjà, il faut creuser un trou par plaquette, hein. Donc c'est plus de travail. Et mais bon, l'intérêt c'est qu'on peut les mettre à différentes hauteurs et enfin bon, si on n'a pas envie trop de se casser la tête, moi je pense que la technique de la palangre est mieux. Une bonne technique qui peut être anéantie par les conditions météo. Car si les kitesurfers se régalent avec des vents de nordais, les pêcheurs, eux, sont moins à la fête. On a moins de chances de pêcher quand les vents sont au nord-ouest ou à l'ouest ou au sud-ouest. C'est une mauvaise orientation de vent pour la pêche. Et que ce soit aux lignes, à la canne, même au filet et même au casier, les pêcheurs professionnels disent que les crabes rentrent moins facilement dans les casiers quand les vents sont dans cette orientation d'ouest ou de nord-ouest, ou même de nord. Du reste, il y a un proverbe qui dit vent de nord, pose ta canne et dors. Bon, bah, on remonte, hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à revenir demain matin pour voir le résultat. Il va falloir se lever, peut-être de bonne heure. Ce sera cette nuit. Donc on reste levé de bonne heure pour voir si on peut pêcher quelques poissons. Enfin bon, là on trouve toujours du courage quand il s'agit de se lever pour aller relever une ligne. Pas de feignant à ce moment-là. La ligne est posée et déjà recouverte par la mer. Le jour tombe, la tête la plus haute des planches est entourée et va bientôt totalement disparaître. « 6 heures pour monter, 6 heures pour descendre. Mais comme Emmanuel a posé sa ligne 2 heures après le montant, il va revenir dans 8 heures. Un savant calcul qui trompe encore parfois bien des pêcheurs. Hop, et voilà. Bah oui, il y a 2 poissons. Il y en a peut-être d'autres. Voilà déjà. Qui est de taille correcte. Beau petit bar. Je crois qu'il y en a un autre. Donc ça a quand même pas trop mal pêché malgré les vents qui étaient pas bons. Déjà ça c'est bien, hein. On a un beau poisson là qui a apprécié la margate. Il est un peu plus gros, ah oui celui-là il est taille correcte, hein, c'est bien. Ouais. Donc ça fait 2 poissons, c'est pas mal, hein. Quand on pose des lignes comme ça sur la plage, c'est fréquent qu'on fasse des bredouilles. Ou alors plus des petits quoi, mais là c'est deux poissons de taille correcte qui font plus d'1 kilo. Donc pour moi c'est une bonne pêche, je suis content. Surtout compte tenu des vents qu'il y avait précédemment, c'est quand même bien. Je pense que je retournerai demain. Il faut ranger tout ça. Et voilà. Si le bord des planches, près de la plage, est fréquenté par les pêcheurs à pied, les possesseurs de bateaux, eux, cherchent le bar légèrement plus au large, mais toujours sur le plateau.
2 heures avant le plein. L'heure la plus favorable pour le bar au leurre. Plus, on avait un homme à la mer. Une pêche très appréciée par Georges et Hubert à bord de leur Drennec. Ça c'est un popper. Un popper. Et il attaque en surface? Il attaque en surface. Il attaque en surface. Là, on a le soleil qui nous gêne un petit peu pour bien voir, mais... Là, j'ai un putain Yozuri, enfin, je sais les noms japonais qu'ils ont maintenant. C'est un petit leurre peu plongeant qui travaille très bien. Bon, super Spock qui donne très très bien. Enfin, les leurres dépendent un petit peu aussi de la façon du pêcheur. Un pêcheur va mieux pêcher avec un parce qu'il va mieux savoir travailler qu'avec un autre. Puis des modes parce qu'il s'habitue très vite à un leurre. Les big qui pendant un moment ont pêché beaucoup, pêchent net maintenant moins. Pourtant Dieu sait si ça a pêché beaucoup. Alors que ça ressemble rigoureusement à rien. 30 centièmes, 40 centièmes? Je suis sur du 30 centièmes. C'est bien. Il n'y a pas trop de gros bars ici? Au lancer comme ça, non, mais il y a des gros bars, mais les gros bars se prennent beaucoup plus facilement de très bonne heure le matin ou la nuit. Il y a des gros bars. L'autre jour, j'ai un ami qui en a pris un de plus de 5 kilos. Sur un super Spock d'ailleurs. Oh, à l'endroit où on est. Ah bah, c'est pas aujourd'hui alors. Non, c'est plutôt des bars qui font entre 800 grammes et 1,5 kg, 2 kg. Et les chasses des mouettes? Ah, ça c'est primordial. Quand les mouettes chassent, qu'on voit les mouettes qui plongent, et puis surtout en particulier le sterne, on peut y aller, c'est qu'il y a du poisson et le bar est en dessous qui chasse. Et là, il arrive quelquefois de faire ce qu'on appelle des cartons. Un mot sur les vents, là ils sont un petit peu à l'est, là ils ont un peu molli, mais... Ils sont un peu mollis, c'est pas des bons vents, hein. C'est des vents d'est, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Mais enfin là, ils l'ont molli et puis il fait quand même assez chaud. Ça va, mais autrement, c'est pas des bons vents. Quoique, hein, Hubert, on est venu un jour, il y avait des vents d'est, j'en avais mis les lignes, on avait des vents d'est qui étaient vraiment mauvais. Il y avait eu un brusque refroidissement dans la nuit, ce qui n'aime pas bon, parce que les changements de température, ils n'aiment pas ça. Une eau qui était claire, transparente, et on avait fait une pêche, on avait combien, 14 ou 15 bars, et 20 et quelques lieues. Vous vous rappelez de ça? Ah oui. Philippe était, alors donc, à la pêche, c'est pas une science exacte, il n'y a jamais rien de joué d'avance. Et c'est pour ça que quand on peut, que c'est bien, il faut y aller. Hop, j'en ai un. Oh, il a mordu bien franchement. Il n'est pas content. Hop là. Et voilà. C'est un excellent coin pour le bar, c'est un excellent coin pour... il y a de la dorade. À cette époque-là, on va commencer à faire des très jolies dorades. Des dorades qui dépassent largement le kilo. Et la dorade est un poisson, quand on le pêche en dérive, qui se bat plus que le bar. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de rochers, de bancs de sable, de couloirs, et la nourriture, c'est pas... Le bar, il faut chercher où il va avoir sa nourriture, comme tous les poissons. Mais là, il a des conditions entre les cailloux, les courants, les cailloux sur lesquels il y a sûrement un emplacement exceptionnel. Il y a combien de têtes de cailloux? Je ne les ai pas comptés, mais il y en a sûrement plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines, il y en a partout. Hein. C'est un plateau rocheux qui s'étend depuis un petit peu après le Fort National. C'est-à-dire ça part depuis le Sillon
Et ça va jusqu'en face les termes marins, même un peu plus loin. Avec des cailloux, des bancs de sable, des cailloux, des bancs de sable. Alors des gros cailloux, des petits cailloux, des petites têtes auxquelles il aime bien venir se cacher, se mettre là à l'affût. Et puis le long du banc de sable où ils peuvent se promener aussi. Et alors avec la multitude de cailloux qu'il y a quand vous venez pêcher au bas, c'est dangereux, faut faire attention. Ah, en bateau, il faut faire attention, il faut bien connaître le coin. Ah, il y a quelque chose, Georges. Bon. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah oui, oui, c'en est, il arrive. Allez mon bonhomme. Ah ben il a mordu pas très loin. Hein. Ah bon? Bon, L'épuisette? oui, il est plus je crois. Bah, je ramasse et puis... je me presse. Et puis je crois. Hé, monsieur, il sonde. Il ne veut pas remonter. Il ne va pas sous le bateau. Ah ouais, le voilà. Là, gentiment. Ah, il est beau. Un peu plus petit, mais déjà beau. Tout petit, oui. Il est debout. Voilà. Fait combien celui-là? Kilo. À peine, hein. À peine 1 kilo, 800 grammes. Oh, bah, il était temps qu'il arrive. Ah non, il était bien pris quand même. Ah, léger quand même, hein. Après l'étale de pleine mer, Georges et Hubert décident d'arrêter. Voilà, bah pour aujourd'hui, ça sera bien comme ça. Les planches vont à nouveau accueillir les pêcheurs à pied. Ce plateau très poissonneux, très riche, va continuer à donner du plaisir à tous les mordus de pêche au bar.